Je veux la suite. Hey, salut toi. Bienvenue chez Manga Magic. Toi aussi tu veux la suite de The Cave King? Tu sais pas ce que c'est? Laisse-moi t'éclairer parce que c'est un excellent manga et ce serait dommage que tu passes à côté. Il y a actuellement 3 tomes de sortie, aussi bien en France qu'au Japon. Sorti en 2020 au Japon, il est arrivé en France en 2021. Nous avons 3 mangaka sur cette œuvre: Takao Demise au dessin, Hajime Nahara au scénario et Hattori Kiyoka pour la création des personnages. Pour ces 3 mangaka, c'est leur première œuvre. Je vais te laisser quelques secondes pour aller dans la barre de lecture, savoir si tu as envie d'avoir un résumé et forcément te spoiler un petit peu l'histoire, ou aller directement à mon avis pour éviter le maximum de spoil. Nous allons suivre l'histoire de Il, 17e prince d'un royaume humain. Le jour de son 15e anniversaire, il se voit offrir par son père un territoire afin de prouver qu'il est capable de gouverner. Le seul hic, c'est que le territoire qu'il s'est vu offrir n'est ni plus ni moins qu'un gros rocher au milieu de l'océan. Il y a a priori pas âme qui vive et aucun marchand ne s'en approche. En gros, il a été exilé. Et les raisons de cet exil, c'est que tous les êtres humains naissent avec une marque. Quand ses frères ont reçu des marques telles que Dieu de l'épée ou Roi des mages, lui, il a reçu une marque qui est inutile, ou alors en tout cas qui ne s'active pas. Donc il est devenu la honte et la risée de sa famille. En arrivant sur l'île et en fouillant dans ses bagages, il attrape une pioche et comme il se trouve dans une caverne, sa marque s'active. C'est l'emblème du roi des cavernes. Il fera par la suite la rencontre de slimes, de gobelins qui ont un peu échoué sur l'île suite à une guerre, d'araignées géantes ou encore d'un nain. Le nain, il est là pour le côté comique. En gros, il est bien parti pour créer un royaume multirace, un peu comme dans Moi quand je me réincarne en slime. Voilà ce qui résume un petit peu les grandes lignes du premier tome. Je vais passer plus vite sur le tome 2 et le tome 3 parce que j'ai pas très envie de vous spoiler toute l'histoire. Dans le deuxième tome, il creuse un petit peu plus profondément son île, développe son royaume, il tombe sur des pièces de donjons, même si ça ressemble plus à des pièces de civilisation antique, et est prévenu, après la rencontre d'une nouvelle race, d'une menace imminente pour son royaume. Dans le troisième tome, il affronte son premier grand défi, une créature légendaire qu'il battra non sans mal, et fait également la rencontre d'une nouvelle race avec qui il s'alliera. Ce manga, dans le développement, me fait énormément penser à moi quand je me réincarne en slime. À la différence que dans Moi quand je me réincarne en slime, le héros est complètement cheaté extrêmement vite. Là, il a un pouvoir qui est bien plus utilitaire que fait pour le combat en fait. Il a un inventaire, bon, c'est super, mais à peu près tous les héros d'isekai ou dans les mondes médiévaux fantastiques ont ce genre de pouvoir. Il a un établi, un peu à la Minecraft, où quand il va combiner 2 objets, ça lui en donnera un autre. Et il a la capacité de creuser et de voir où creuser. Donc c'est vraiment des pouvoirs très utilitaires. Il a également un pouvoir que j'ai du mal à associer à sa marque, c'est que tous les monstres qu'il va rencontrer et qui ne lui sont pas hostiles, il va pouvoir en faire des compagnons. Je pense vraiment que ce pouvoir-là, il est là pour le développement, parce que le fait de faire des monstres ses compagnons, ça lui permettra de partager une partie de ses pouvoirs avec eux. Ils pourront voir où creuser, bon, eux ils ne verront pas dans le noir, mais ils pourront gagner de l'expérience quand ils vont creuser, ou ils se fatigueront un peu moins. Là où son pouvoir est vraiment fort, c'est plus dans les pierres et minerais qu'il va découvrir sur l'île. Certaines pierres vont lui permettre d'augmenter ses compétences et celles de ses compagnons, donc de les développer. On va avoir des pierres qui vont augmenter le mana ou encore l'espérance de vie. Il a également trouvé des pierres et minerais dans les pièces antiques ou les espèces de pièces de donjons qui lui permettront par la suite de créer des automates afin de défendre l'île.
Bon, il est fort, même extrêmement fort, mais on ne peut pas dire qu'il soit invulnérable. Il va énormément en chier face à la créature légendaire qui est sa première grande menace. Donc au tome 3, on sent qu'il est en difficulté. C'est vraiment par la ruse qu'il va réussir à combattre et à tuer la créature. Donc une fois que vous l'avez sorti de ces cavernes, c'est vraiment un pélo lambda. Hein. Il est quand même fort, mais on n'a pas vraiment d'éléments de comparaison, si vous voulez. Les personnes qui vont être avec lui, les monstres, ils ont des marques aussi, mais c'est pas des marques majeures. C'est pas comme ses frères qui ont le roi des mages ou le dieu des épées. On a par exemple le commandant de son armée qui va avoir une marque, c'est la marque du guerrier, je crois. Ça augmente juste sa force. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. On a une des gobelines qui a la faculté de faire pousser les plantes un peu plus vite. C'est bien pour le ravitaillement, mais pour le combat, ça c'est complètement inutile, quoi. Le manga se laisse énormément de possibilités de développement. N'oublions pas qu'il a été exilé avec comme motif prouver qu'il est capable de gouverner l'île. Quand son père et ses frères vont se rendre compte qu'il a réussi à la développer, et en plus à l'aide de monstres, sachant que tous les humains ont une version naturelle pour les monstres, ils vont forcément venir lui chercher des noises. On a également toutes les salles antiques qu'il trouve sur l'île. C'est quand même un peu bizarre, une île déserte, il trouve des bouts de donjons par-ci par-là. Je pense vraiment qu'on est sur la surface d'une ancienne cité et que c'est une des raisons pour lesquelles il trouve énormément de minerais. Parce qu'un caillou au milieu de l'océan comme ça, où il trouve tout ce qu'il trouve, il y a quand même anguille sous roche. Ils peuvent vraiment développer ce côté-là. On a également la guerre entre les races. Les gobelins, s'ils se sont échoués sur l'île au tout départ, c'est parce qu'il y a une guerre qui les a frappés, et il y a des possibilités à ce niveau-là. C'est un manga avec un dessin qui est beau et avec des paysages bien travaillés. C'est pas non plus les dessins du siècle, il n'y a pas du détail à mort comme il peut y en avoir dans Magus of the Library ou Shinobi Gataki. Mais le dessin est travaillé, c'est agréable à lire. Personnellement, j'ai vraiment dévoré le manga en une soirée, quoi. Donc c'est un manga que je te recommande fortement. La seule remarque que je ferai, c'est qu'il ne faut pas être pressé, parce qu'on n'a qu'un tome par an. Mais bon, je pense qu'il vaut quand même le coup d'attendre. Voilà, c'est fini. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu, et à me mettre dans les commentaires si tu aimerais le résumé d'un autre manga, ou si simplement tu as un autre manga à me conseiller. A très vite pour de nouvelles vidéos avec Manga Magic.